Nous sommes dans la deuxième séance qui se déroulera jusque vers 17 heures d'une proposition donc de la section sciences, histoire des sciences et des techniques et archéologie industrielle, j'arriverai à le dire après cet après-midi, du comité des travaux historiques et scientifiques. Donc, il y a une structure qui existe depuis très longtemps et qui est rattachée depuis quelques années donc à l'école des Chartes et donc à l'université PSL, Paris Sciences et Lettres. Nous avons le plaisir de faire plein de choses pendant toute l'année. En particulier, il y a un beau congrès que je vous recommande qui se déroulera à Aubervilliers donc en mai, c'est ça, mai 2021. Vous tapez CTHS congrès et vous tomberez directement dessus. Et par ailleurs, donc, c'est la fête de la science et donc nous avons décidé de faire une proposition pour ceux que ça intéresserait autour de cette fête de la science et plutôt sur des questions d'histoire des sciences et des techniques. Et donc ce matin, nous avons déjà entendu trois interventions qui ont porté sur la naissance de l'informatique, sur le nucléaire en France, la création du CEA et également sur la radiodiffusion. Tout cela a été passionnant, avec beaucoup d'échanges. Et cet après-midi, nous allons avoir donc quatre interventions qui vont parler plutôt de personnes, même si des personnes ont été évoquées, et en particulier Joliot, dans la matinée. On va parler donc d'Émilie du Châtelet, des Frères Lumière, de Marcel Duchamp et d'Alan Turing. Tout ça est très varié. Ils sont tous réunis en une après-midi. Ils seraient probablement heureux de le savoir. Et donc, nous allons avoir ces quatre interventions qui font globalement une demi-heure. Et voilà. Et on va commencer par Evelyne Barbin, qui va nous parler donc du Châtelet. Alors, Evelyne Barbin, vous êtes professeure des universités Mérite en épistémologie, histoire des sciences et des techniques à l'université de Nantes et à l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques de la région des Pays de Loire. J'espère qu'il fait beau dans les Pays de Loire. En France, c'est en train de se gâter. À Paris, c'est en train de se gâter. Vos recherches portent particulièrement sur l'histoire des mathématiques, l'histoire de son enseignement, et sur les relations entre histoire et enseignement au sens général. Donc, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Procédons au partage d'écran. Faut que je revienne en arrière. J'ai un petit problème là. C'est pas grave, on est largement dans les temps. Voilà. Parfait. Alors là, je suis gênée par ça. Je l'enlève. Non. Vous voyez rien là encore, hein? Si, très bien. Ah, il faut le mettre plein écran et puis c'est parfait. voilà, tout à fait. Moi, je vais le mettre sur mode diaporama. Voilà. C'est parti. Ben, merci beaucoup. Ah. Je recommence au début. Alors, bonjour à toutes et à tous. Le titre de mon exposé, c'est Émilie du Châtelet, une savante à l'époque des Lumières. Et vous voyez que j'ai mis en sous-titre ou de l'éducation des femmes. Et on va voir au fur et à mesure pourquoi. Alors, pour commencer, il faut que je vous donne quand même quelques repères sur la vie et les travaux d'Émilie du Châtelet, qui meurt en 1749. 1706, c'est la naissance à Paris de Gabrielle Émilie de Breteuil, fille du baron de Breteuil. Elle reçoit la même éducation que ses deux frères. Latin, grec, mathématiques, physique, allemand, espagnol. 1725,
mariage d'Émilie avec le marquis Florent Claude du Châtelet, alors gouverneur de Semur-en-Auxois, en Bourgogne. De 1726 à 1733, naissance d'une fille et de 2 garçons. Et c'est à partir de 1733 que la marquise prend des leçons de mathématiques à Créteil avec 2 grands scientifiques, Pierre-Louis de Maupertuis et le mathématicien Alexis Clairaut. Cette année-là, elle rencontre aussi Voltaire. Elle va s'installer avec Voltaire au château de Cirey, où ils vont travailler ensemble. Et avant même qu'elle ait commencé en fait ses travaux scientifiques, elle va avoir l'occasion de parler d'éducation des femmes dans la préface de la fable des abeilles. En effet, en 1735, la marquise traduit de l'anglais la fable des abeilles de Bernard de Mandeville et elle écrit dans la préface. Qu'on fasse un peu de réflexion, pourquoi, depuis tant de siècles, jamais une bonne tragédie, un bon poème, une histoire estimée, un beau tableau, un bon livre de physique n'est sorti de la main des femmes? Pourquoi ces créatures, dont l'entendement paraît en tout si semblable à celui des hommes, semblent pourtant arrêtées par une force invincible en deçà de la barrière? Et qu'on m'en donne la raison, si l'on peut. Cette éducation nouvelle des femmes ferait en tout un grand bien à l'espèce humaine. Les femmes en vaudraient mieux et les hommes y gagneraient à nouveau ces sujets d'émulation. Alors, la marquise, elle est très connue pour avoir traduit donc les Principia de Newton, nous allons en parler tout à l'heure, mais elle a fait bien d'autres choses. En 1737, elle rédige un mémoire sur la nature du feu pour le concours de l'Académie royale des sciences de 1738. Elle n'obtient pas le prix, mais l'Académie le publiera, distinction inédite pour une femme. De 1738 à 1739, elle rédige un essai sur l'optique. Et puis c'est son premier livre en 1740, publication des institutions de physique, qui vont donner lieu en 1741 à une dispute publique avec Jean-Jacques d'Ortus de Méran, qui est secrétaire de l'Académie des sciences sur la question des forces vives. C'est à partir de 1745 qu'elle débute la traduction des Principia Mathematica de Newton. En 1747, elle est nommée membre associée de l'Académie de Bologne, et c'est donc 10 ans après sa mort qu'il y aura une publication posthume de l'édition définitive de la traduction et du commentaire des Principia. Alors là, j'ai un problème technique quand même, je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas, il faut peut-être que je fasse ça. Je ne vois pas ma dernière ligne. Bon, je vais continuer. Ah. Voilà. Alors, on va procéder en 4 étapes. On va voir d'abord la marquise dans les pas de Newton, parce qu'elle a commencé à travailler Newton à partir de l'optique de Newton, avec l'essai sur l'optique. Puis ensuite, on verra comment la marquise articule en fait les idées de Leibniz avec celles de Newton dans les institutions de physique. Et on verra ensuite un moment important, la première dispute donc entre une scientifique et un scientifique, avant de passer à la traduction et aux commentaires des Principia de Newton. Nous conclurons avec l'opposition que fait la marquise entre l'ambition et la gloire dans le discours sur le bonheur qu'elle écrit en 1748. Alors d'abord, la marquise dans les pas de Newton sur l'optique. En 1738, le sujet du prix de l'Académie des sciences est la nature du feu et sa propagation. Voltaire et Émilie du Châtelet concourent séparément. Ils ne gagnent pas, mais leurs mémoires sont édités par l'Académie. Il est intéressant de noter que le mémoire de la marquise sera de plus repris dans un ouvrage de 1744 qui ne comporte pas de nom d'auteur en couverture, comme vous pouvez le voir sur la droite. Le mémoire de la marquise est très différent, évidemment, de ce que ça a pu écrire Voltaire. En effet, tandis que Voltaire recherche les causes des propriétés du feu, le sujet, la marquise étudie les effets du feu. Et elle compare la chaleur et la lumière à partir d'expériences. Par exemple,
la chaleur et la lumière se propagent différemment. La lumière agit toujours en ligne droite et la chaleur s'insinue dans les corps selon toutes les directions. Ou encore, de plus, la vitesse de la lumière est infiniment plus grande que celle de la chaleur. Ou encore, une autre différence très remarquable entre la chaleur et la lumière est qu'un corps peut perdre sa lumière en un instant, mais il ne perd sa chaleur que successivement. À cause de cette comparaison avec la lumière, la marquise cite 5 fois le traité sur l'optique de la lumière de Newton, en particulier sur les couleurs et sur le soleil comme étant un corps de feu. Elle va écrire un peu plus tard, donc, un abrégé, ou plutôt à l'écrit, des manuscrits qui vont être agglomérés sous le titre abrégé de l'optique de M. Newton. Dans la préface de ces manuscrits, elle note: on écrit ordinairement pour l'utilité des autres et pour la gloire. Moi, j'écris pour mon instruction particulière et pour la gloire de mon sexe. Et pour celle de M. Newton, les hommes lui ont rendu l'hommage qu'il devait à celui qui fait la gloire de l'humanité. Mais la moitié du genre humain, les femmes, manque encore à son triomphe. Les 13 chapitres du texte sont destinés en fait à faire comprendre Newton à tous. La voie par laquelle la vérité a pénétré mon âme, l'ordre dans lequel mes idées se sont arrangées, peuvent être utiles à un autre. Juste un mot sur l'essai sur l'optique à propos du chapitre 4 qui concerne la formation des couleurs et où elle parle de Newton. Rien n'est petit dans la nature pour un philosophe. M. Newton a osé mesurer les épaisseurs auxquelles une bulle de savon, dont la densité et les couleurs changent à tout moment, donne les différentes couleurs. Et c'est à l'aide de ces mesures qu'il a déterminé l'épaisseur nécessaire à une particule quelconque pour nous réfléchir telle ou telle couleur. Et je vais passer maintenant donc au premier ouvrage de la marquise, Les institutions de physique, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle essaie d'articuler Leibniz et Newton. Nous sommes en 1740. Je vais d'abord expliquer comment elle est amenée à écrire cet ouvrage. Et pour ça, je vais d'abord parler évidemment de Newton. Newton élabore ses idées en 1665, mais ses fameux Principia Mathematica ne sont publiés qu'en 1687 en latin, puis traduits en anglais en 1729. Il s'agit des principes mathématiques de la philosophie naturelle, c'est-à-dire de la physique. L'ouvrage commence par des définitions et par les lois du mouvement, et il contient 3 livres, 2 sur les trajectoires des projectiles et 1 sur le système du monde, donc sur le mouvement des planètes. En compagnie de la marquise, Voltaire se passionne pour les sciences. En 1736, alors qu'il est réfugié en Hollande, il prépare les éléments de philosophie de Newton, qui seront publiés en 1738. Et cet ouvrage va être critiqué, en particulier par le physicien Noël Regnault, mais aussi par la marquise. Voltaire publiera d'ailleurs une nouvelle version, très remaniée, en 1741. Alors regardons justement les critiques d'Émilie du Châtelet vis-à-vis de Voltaire qu'elle publie dans le journal des débats. Car contrairement à la marquise, Voltaire écrit sur les causes des phénomènes. Par exemple, il recherche la cause de l'attraction des corps, comme l'ont fait les héritiers d'Aristote, mais comme ne le font plus les modernes. En fait, Émilie du Châtelet explique qu'une entière révolution dans la physique consiste justement dans l'abandon de la recherche de la cause de l'attraction. Les philosophes qui croient que l'on peut expliquer les effets de l'attraction par l'impulsion se fondent en partie sur ce que M. Newton n'a jamais assigné la cause de la pesanteur. Cette force, pesanteur, qui passe d'un corps à un autre, est quelque chose qu'ils ne connaissent point et dont ils voient en fait seulement les effets.
Et en 1739, Émilie du Châtelet va, comme elle l'écrit, revenir à la géométrie. Ça, c'est un moment important. Pourquoi revient-elle à la géométrie? Bien parce que, alors que Voltaire croit que Euclide, un petit peu de section conique, sont suffisants pour lire les Principia Mathematica de Newton, la marquise, elle, sait qu'il est nécessaire d'en savoir plus. Elle écrit en février 1739 à Frédéric de Prusse à ce sujet. « Je vais quitter pour quelque temps la physique pour la géométrie. Je me suis aperçu que j'avais été un peu trop vite. Il faut revenir sur mes pas. La géométrie est la clé de toutes les portes et je vais travailler à l'acquérir. » À droite, vous avez des schémas justement de la marquise. Alors, qu'est-ce que ça signifie ceci? Eh bien, ça signifie que Émilie du Châtelet a décidé dès 1739 d'approfondir la première lecture qu'elle avait pu faire des Principia. L'année suivante, elle publie les institutions de physique. L'ouvrage s'adresse à son fils, c'est-à-dire que c'est un ouvrage en fait d'enseignement pour elle. Les institutions de physique, en fait, désignent les fondements de la physique. Son livre, c'est sur les fondements. Voilà comment elle présente d'ailleurs la physique. La physique est un bâtiment immense qui surpasse les forces d'un seul homme. Les uns y mettent une pierre, tandis que d'autres bâtissent des ailes entières. Il y en a d'autres qui lèvent le plan du bâtiment, et je suis du nombre de ces derniers. Elle commence, et c'est dans la préface, à s'opposer à l'esprit de parti. Elle évoque les disputes entre les partisans de Descartes et de Newton et le parti pris de Voltaire à ce sujet. Elle lui reproche de s'être renfermée dans des bornes si étroites qu'elle se trouve, elle, obligée d'en parler. Elle conseille: « Gardez-vous, mon fils, quelque parti que vous preniez dans cette dispute des philosophes, de l'entêtement inévitable dans lequel l'esprit de parti entraîne. Cet esprit de parti est dangereux dans toutes les occasions de la vie, mais il est ridicule en physique. » Et dans ces institutions, elle va citer aussi bien Gottfried Leibniz, Isaac Newton, Samuel Clarke, Christian Huygens, Robert Boyle et d'autres. Elle est architecte et en particulier, ce qu'elle souhaite, c'est articuler les conceptions de Leibniz et de Newton qu'à l'époque en oppose. Son ouvrage contient 21 chapitres ainsi ordonnés qui expliquent un petit peu l'architecture. Dans les chapitres 1, 2 et 3, ces chapitres sont sur la métaphysique et ils reposent sur les idées de Leibniz qui sont peu connues en France à l'époque. Elle écrit: « Je les ai puisés dans les ouvrages du célèbre Wolff, dont vous m'avez, vous mon fils, tant entendu parler avec un de ses disciples. Le disciple en question est Samuel Koenig, avec lequel elle a travaillé. » Le chapitre 4 traite des hypothèses. Puis, 7 chapitres portent sur des termes généraux de la physique: l'espace, le temps, la matière, les corps. Et c'est là qu'elle intègre les idées de Leibniz, Newton, Clarke et aussi des expériences. Enfin, 6 chapitres concernent le mouvement, la pesanteur, l'attraction à l'aide des idées newtoniennes. Parlons un petit peu quand même de la métaphysique leibnizienne telle que la marquise la présente, dans les institutions. Elle retient 3 grands principes qui sont toujours intéressants à lire aujourd'hui. Le principe de non-contradiction. Elle écrit: « On appelle contradiction ce qui affirme et nie la chose en même temps. » Ce principe de non-contradiction est le premier axiome sur lequel toutes les vérités sont fondées. Ensuite, le principe de raison suffisante. Il n'y a personne qui se détermine à une chose plutôt qu'à une autre sans une raison suffisante qui lui fasse voir que cette chose est préférable à toute autre. Et puis la loi de continuité,
Rien ne se fait par saut dans la nature. Annette ne passe point d'un état à un autre sans passer par tous les différents états qu'on peut concevoir entre eux. Je vais tout de suite arriver à l'accueil de ces institutions, entre admiration et mépris. Voilà ce qu'écrit le mathématicien Alexis Clairaut à la Marquise en janvier 1740. J'ai trouvé que votre livre était rempli des choses les plus intéressantes de la physique et de la métaphysique, et qu'il y aurait beaucoup à gagner pour ceux qui entreprennent l'étude de la philosophie à se le rendre familier. Mais je crains que cela soit difficile aux commençants et surtout aux gens du monde. Tandis que Frédéric II de Prusse écrit dans une lettre de septembre 1740, la Minerve vient de faire sa physique. Il y a du bon, c'est Koenig qui lui a dicté son thème. Elle a ajusté et orné par-ci par-là de quelques mots échappés à Voltaire à ses soupers. Le chapitre sur l'étendue est pitoyable. L'ordre de l'ouvrage ne vaut rien. Il y a même de très grosses fautes. Enfin, c'est une femme qui écrit et qui se mêle d'écrire au moment où elle commence à peine à faire de la physique. Ce livre va occasionner cette première dispute donc, entre une scientifique et un scientifique, et on va voir qu'elle va avoir un rôle important pour la suite. En effet, dans les institutions, comme Leibniz, la Marquise explique qu'il y a deux façons de considérer la force morte qui est prête à naître et la force vive lorsque le corps est en état de mouvement. Et elle montre, tandis qu'une force morte est proportionnelle à la vitesse initiale, que les forces vives sont proportionnelles au carré de vitesse. Elle explique surtout que toutes les expériences ont confirmé ce dernier résultat. Ce qui va l'amener à critiquer sur 4 pages le mémoire de 1728 où Jean-Jacques d'Orthous de Méran s'oppose aux forces vives. Qui est d'Orthous de Méran? D'Orthous de Méran, c'est un mathématicien et physicien qui est devenu académicien des sciences en 1718 et qui a écrit en 1728 sur l'estimation et la mesure des forces motrices des corps, dans lequel il s'oppose à la théorie de Leibniz, la théorie des forces vives. En 1741, furieux des critiques de la Marquise contre une de ses propositions, Méran fait rééditer son mémoire donc, de 1728 et il adresse une lettre publique à la Marquise, où il va écrire en particulier « J'ose présumer que ce même ouvrage, où vous l'avez lu, le mien, celui de D'Orthous, un peu médité, vous fournira de quoi sentir le faible des preuves qui vous ont paru les plus victorieuses en faveur des forces vives. » On sait, enfin je sais parce que je l'ai lu, Voltaire va écrire à Méran que la Marquise a beaucoup à apprendre de lui, de Méran. La réponse de la Marquise se trouve dans le journal de Trévoux de 1741. Elle comporte plus de 30 pages. Et elle conclut, pratiquement ainsi, « Le conseil que vous voulez me donner de lire et de relire votre mémoire me paraît très clair. Mais je puis vous assurer que plus je le lis et relis, et plus je me confirme dans l'idée que je suis, que quelque supposition que vous fassiez, une force capable de fermer 4 ressorts seulement n'en fermera jamais 6. Les ressorts font allusion à la preuve de Jean Bernoulli en faveur des forces vives qui a été donnée dans sa dissertation de 1726. Que signifie la phrase de la Marquise? Elle signifie que, quelles que soient les suppositions que peut faire d'Orthous de Méran, ce qui importe, ce sont les expériences. Et les ressorts, c'est justement donc une allusion aux expériences. Eh bien, cette dispute va valoir la gloire d'Émilie du Châtelet. D'abord parce que la réponse est approuvée par le grand Maupertuis, qui écrit en juin 1741
elle a raison pour le fond et pour la forme. Sa réponse dans le journal de Trévoux attire l'attention des étrangers. Ce qui fait qu'en 1742, les institutions font l'objet d'une deuxième édition et d'une traduction en allemand et en italien, où sont intégrés aussi les échanges avec Dortus. Et à partir de ce moment-là, la marquise est en correspondance avec les mathématiciens de l'Europe. En 1744, dans la troisième édition de l'ouvrage, la marquise écrit « Je ne suis pas secrétaire de l'Académie, mais j'ai raison, et cela vaut tous les titres. » En 1746, 2 ans plus tard, elle est élue à l'université de Bologne, la seule en Europe qui soit ouverte aux femmes. Et, honneur suprême, la décade d'Augsbourg de la même année la classe parmi les 10 savants les plus importants de l'époque. Il est très intéressant de savoir que ces institutions sont présentes dans la fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert par l'entremise de Formé. Formé est un pasteur et savant allemand, issu d'une famille huguenote française, qui est auteur de nombreux ouvrages. Il a été secrétaire de l'Académie royale des sciences de Prusse et en 1758, il a fait connaître Wolf au milieu encyclopédiste. Il va écrire plusieurs articles dans l'encyclopédie où il donne des extraits des institutions et il les cite, comme dans Feu, Mouvement, Hypothèse, Temps, Espace, Repos, Loi de continuité. Et même plus, les articles métaphysiques attribués à Formé, comme Contradiction et Raison suffisante, contiennent des extraits des institutions. Même si l'ouvrage n'est pas cité, nous, on peut les lire. J'en viens donc maintenant à ce justement pourquoi la marquise est le plus connue aujourd'hui, sa traduction surtout, mais il y a aussi les commentaires des Principia Mathematica de Newton. Je vais insister sur ces commentaires dont on ne parle pas beaucoup en fait, et qui sont pourtant extrêmement importants. En effet, dans l'ouvrage, on prend 2 parties. Dans les 2 tiers, c'est vrai qu'il y a la traduction, mais il y a un dernier tiers qui est un commentaire qui lui-même est divisé en 2 parties. D'abord, une exposition abrégée du système du monde et explication des principaux phénomènes astronomiques tirés des principes. Avec dedans, écrit par la marquise, un historique dans lequel Newton est situé parmi les autres savants ayant contribué à la connaissance de ce système, et l'interprétation de Newton de 6 phénomènes comme l'aplatissement de la Terre au pôle et le flux et le reflux de la mer. Et elle va citer les travaux, la marquise va citer les travaux qui affirment ou confirment la théorie newtonienne, les 2. Il y a aussi, dans les commentaires, une solution analytique des principaux problèmes qui concernent le système du monde, qui est remarquable parce qu'il traite, mais il généralise aussi les résultats newtoniens. Comment? Eh bien, en utilisant le calcul infinitésimal de Leibniz, qui est très différent de celui de Newton. C'est M. de Voltaire qui a écrit la préface. Il écrit en particulier « On a vu 2 prodiges, l'un que Newton ait fait cet ouvrage, l'autre qu'une dame l'ait traduit. » Puis un peu plus loin, « Après avoir eu le courage d'embellir Leibniz, elle eut celui de l'abandonner. » Ce qui est faux, la marquise n'a jamais abandonné Leibniz, quoi qu'en dise Voltaire. La correspondance de 1746 de la marquise avec Jean Bernoulli nous apprend que ceci est faux parce qu'elle avait l'intention d'écrire un mémoire pour défendre les monades de Leibniz, mais elle n'en trouvait pas le temps. Enfin, il écrit « Jamais femme ne fut si savante qu'elle. » Mais il mentionne ses goûts pour l'éloquence, l'apprentissage des langues, les auteurs grecs, la grammaire, c'est-à-dire tout ce qui pouvait en faire une bonne traductrice de l'Énéide, mais pas des Principia Mathematica. On peut juger que cette préface est ironique et peut-être même perfide. Enfin, c'est mon avis. Les principes de la marquise
vont être cités dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. En effet, dans l'article Newtonianisme, d'Alembert remarque: quelques auteurs ont tenté de rendre la philosophie newtonienne plus facile à comprendre, à entendre, en mettant à part ce qu'il y avait de sublime dans les recherches mathématiques. C'est ce qu'a fait Voltaire. Et y substituant aux mathématiques des raisonnements plus simples ou de simples expériences. Puis, il mentionne le commentaire que Madame la Marquise du Châtelet nous a laissé sur les principes de Newton, avec une traduction de ce même ouvrage. Ainsi, vous voyez que sous la plume de d'Alembert, le commentaire est cité pour lui-même et avant la traduction. En revanche, les éléments de philosophie de M. Newton, de Voltaire, ne sont pas cités par d'Alembert. Et je conclus. Je vais conclure avec cette opposition très intéressante entre l'ambition et la gloire dans le discours sur le bonheur que la marquise écrit en 1748, un an avant sa mort. Elle parle d'abord de l'ambition. L'ambition est une passion dont je crois qu'il faut défendre son âme si on veut être heureux. C'est parce que de toutes les passions, c'est celle qui met le plus notre bonheur dans la dépendance des autres. Or, moins notre bonheur dépend des autres, et plus il nous est aisé d'être heureux. Par cette raison d'indépendance, l'amour de l'étude est de toutes les passions celle qui contribue le plus à notre bonheur. Dans l'amour de l'étude se trouve renfermée une passion dont une âme élevée n'est jamais entièrement exempte. C'est celle de la gloire. Il y a même que cette manière d'en acquérir de la gloire pour la moitié du monde, pour les femmes. Et c'est cette moitié justement à qui l'éducation en ôte les moyens et en rend le goût impossible. Elle écrit plus loin, toujours à propos de l'amour de l'étude, il est certain que l'amour de l'étude est bien moins nécessaire au bonheur des hommes qu'à celui des femmes. Les hommes ont bien d'autres moyens d'arriver à la gloire, mais les femmes sont exclues par leur état de toute espèce de gloire. Et quand par hasard, il s'en trouve quelqu'une qui est née avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l'étude pour la consoler de toutes les exclusions et de toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par état. Et encore un peu plus loin, je sais qu'il y a quelques réalités dans l'amour de la gloire dont on peut jouir de son vivant. Mais il n'y a guère de héros en quelque genre que ce soit qui voulut se détacher entièrement des applaudissements de la postérité dont on attend même plus de justice que de ses contemporains. Donc, la marquise pense aussi à la postérité de ses textes et elle en attend de la gloire. La preuve. Pressentant sa mort, Émilie remet son manuscrit sur les Principia la veille, aux gardes de la bibliothèque du roi, avec une lettre dans laquelle elle écrit: je vous supplie de bien vouloir mettre un numéro à ces manuscrits et de les faire enregistrer afin qu'ils ne soient pas perdus. Et effectivement, ils ne seront pas perdus. Elle a pensé à ça. Parce que ça peut arriver, bien sûr, que ce soit perdu. Je pourrais vous laisser, si vous voulez, pour terminer, vraiment, méditer cette phrase de Voltaire à Frédéric II de Prusse, le 15 octobre 1749, en se demandant, bien sûr, comment l'interpréter. Voltaire écrit: j'ai perdu un ami de 25 années, un grand homme qui n'avait le défaut que d'être femme, et que tout Paris regrette et honore. Je vous remercie. Merci Evelyne pour cette
présentation d'Émilie du Châtelet ô combien contemporaine. Y a-t-il des questions parmi l'auditoire? Oui, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur sa formation? Je pense que c'est intéressant de voir à quel point quelqu'un au début du XVIIIe siècle pouvait se former jusqu'à ce niveau, totalement hors du cadre de l'enseignement supérieur institutionnalisé. Alors, il faut penser qu'à l'époque, qu'on soit homme ou femme, quand on est dans le milieu, c'est important de penser au milieu dans lequel elle est, hein, c'est vraiment important. On a des précepteurs. Et en fait, elle a tout simplement suivi les mêmes cours que ceux qu'on donnait à son frère, à ses frères. Donc, dedans, il y avait des mathématiques et de la physique. Alors, ensuite, on peut imaginer qu'elle a dû aimer les mathématiques et la physique alors qu'elle était avec ses précepteurs et ses frères, puisqu'elle va avoir des cours particuliers qui vont être donnés par deux des plus grands scientifiques de l'époque. Hein. Clairaut. Oui, dont Alexis Clairaut, mathématicien et physicien. Donc, elle est passée comme aussi sans doute beaucoup d'hommes en dehors des circuits, on pourrait dire, de l'éducation. Je ne sais pas laquelle, d'ailleurs, on pourrait dire ici, l'université, si vous voulez. Des collèges, en tout cas. Les collèges. Oui, Arnaud. Pardon. Non, Evelyne, je t'en prie. Oui. Non, je complète parce que cette question est très importante, celle que tu viens de faire, parce que je me suis aperçue que ce trait particulier de l'éducation de la marquise est vrai aussi pour une physicienne et une mathématicienne italienne. Et je suis en train de travailler justement là-dessus. Avec peut-être cette différence que quelques universités italiennes à l'époque pouvaient recruter des femmes comme étudiantes et même parfois comme enseignantes. Il y a un exemple. Voilà. Voilà. C'était pensable. Voilà, c'est un des exemples justement intéressants du point de vue de l'éducation. C'est, comment elle s'appelle, Maria Bassi, j'ai perdu un des prénoms, qui effectivement a enseigné à l'université de Bologne. Elle enseignait, si je me souviens bien, l'anatomie, qui va faire ensuite une thèse aussi sur la physique et qui va ensuite enseigner à l'université de Bologne, avoir une chaire. C'est sans doute pour ça aussi que la marquise de l'Hôpital va être reçue à l'université de Bologne. Madame Bassi est passée d'abord avant elle. Et c'est une première. Et Madame Bassi a eu une éducation grâce à son père. Arnaud? Evelyne, je voulais te poser une question par rapport à ces controverses en fait, qui se déroulent par voie de périodiques savants. Est-ce que les archives peuvent donner un autre regard, un autre point de vue sur ces controverses, sur la préparation des arguments, sur les réseaux, les camps des uns et des autres Oui, tout à fait. La correspondance est vraiment passionnante à lire, vraiment. C'est très, très intéressant, en particulier. Moi, j'ai regardé surtout ce que Voltaire pouvait écrire à ses amis à ce moment-là pour voir un peu quelle était sa position par rapport à la marquise. Ça m'intéressait beaucoup de le savoir. Et oui, oui, tout à fait. Ça permet de savoir les dessous, enfin, ce qu'il y a derrière, comment on en arrive. Alors, pas au premier papier d'Ortus de Méran, parce qu'il écrit tout simplement parce qu'il est très fâché. Mais comment ensuite la marquise ose prendre la plume, hein, ça c'est intéressant. Et quand Voltaire écrit à Dortus de Méran lui-même, parce que Dortus lui a envoyé son mémoire, c'est intéressant à savoir. Dortus de Méran, donc, qui sait très bien que Voltaire et la marquise sont amis, ils ont travaillé ensemble en tous les cas, envoie son livre justement à Voltaire. Et c'est intéressant, alors là, de lire la lettre de remerciement de Voltaire, parce qu'il dit bon, moi, je ne vais pas m'en mêler. Enfin, en gros, hein, excusez-moi, si je me souviens bien, en gros, il dit je ne vais pas m'en mêler, elle va écrire. Elle va l'écrire, mais vraiment, elle a à apprendre beaucoup de vous, monsieur Dortus de Méran. C'est-à-dire,
Bon, voilà, c'est toujours un peu mitigé ce qu'écrit Voltaire à propos de la marquise. Alors justement, qu'est-ce qui l'amène à écrire, elle aussi, à répondre? Qu'est-ce qui fait... Eh ben, Tu as commencé à nous dire que... Tout simplement parce que, si vous voulez, ce qu'a écrit Dortus de Méran en 1728 ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, tout simplement. Et elle, quand elle écrit les institutions, elle tient compte non seulement des travaux de Leibniz sur les forces vives, mais aussi, surtout, des travaux de Bernoulli sur les forces vives. Et Bernoulli a écrit un mémoire très important sur les forces vives, enfin sur la physique en général, et dans lequel il donne des expériences qui affirment complètement la théorie des forces vives de Leibniz. Or, on peut, comme elle le dit, on peut dire tout ce que l'on veut en physique, avancer des hypothèses, et puis, etc. Mais c'est comme pour chez Galilée, c'est comme ce que dit Galilée. Les expériences, les faits vont en premier. C'est eux qui l'emportent sur toutes les suppositions. J'ai une question de Francine à l'intention d'Evelyne, mais aussi de Pierre. Donc, on fait un bond dans le temps. Comment expliquez-vous la disparition des femmes dans l'informatique après les années 1960? Alors, on en sait assez là-dessus. Alors, oui, c'est un petit peu plus tard en réalité. Je me suis moi-même tournée vers l'informatique et j'ai fait une thèse en informatique théorique. Et puis récemment, je me suis intéressée beaucoup, je travaille pas mal sur justement ce qui se passe entre les femmes et l'informatique, parce qu'au début, elles étaient très impliquées. D'ailleurs, Pierre l'a dit ce matin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le tournant, donc c'est elles qui vont le plus s'engager vers les études même informatiques, en quelque sorte. Et le tournant, ça va être au moment, et moi je l'ai vécu parce que j'enseignais l'informatique à l'université à l'époque, donc je l'ai vu, c'est au moment où on commence à avoir, en tous les cas en France, c'est très net en France, des clubs d'informatique. Et dans ces clubs d'informatique, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que des garçons. Et les garçons s'amusent avec le basique. À l'époque, c'est ce qu'on enseigne et c'est ce qui est utilisé. Et moi, je les voyais arriver, ces garçons, puisque moi, j'enseignais le basique en première année. Et c'était des espèces de jeux, en fait. Et les filles, je pense, à ce moment-là, n'étaient plus dans le coup, si on peut dire, parce qu'elles n'étaient pas incluses là-dedans. Par ailleurs, il y a aussi des travaux qui ont été faits en Angleterre qui montrent aussi qu'il y a eu à un moment donné la volonté que tous les emplois féminins du côté de l'informatique soient versés du côté des masculins. Et Pierre, tu dois en savoir beaucoup plus que moi là-dessus. C'est assez complémentaire. Je suis en train d'écrire un gros article qui va peut-être devenir un livre sur le sujet. Je pense qu'on a lu les mêmes auteurs, Mary Hicks pour l'Angleterre, Isabelle Collet pour... Bon. Voilà. Et moi, j'ai pas mal enquêté dans les archives, j'ai fait des statistiques, j'ai interviewé les pionnières. Du coup, il va falloir que je t'interviewe aussi. Et je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. J'ajouterais deux ou trois autres facteurs. D'abord, un changement d'image qui est lié à l'arrivée des micro-ordinateurs et d'une publicité pour les micro-ordinateurs qui était focalisée sur une image standard, déclinée d'une marque à l'autre, un micro-ordinateur avec devant l'écran et au clavier un garçon, et un garçon, pas un homme, un jeune geek, le schéma du jeune geek, et ça contraste totalement avec la collection de publicités que je possède, d'images publicitaires pour les gros ordinateurs des années 60-70, où on voyait toujours, je pourrais vous projeter 50 images, un ou deux bonshommes qui manipulaient des bandes magnétiques ou des disques debout, plus ou moins en blouse blanche, et au clavier, c'était une femme. Au clavier, une femme, elle n'était pas, c'était pas la secrétaire, elle était plutôt dans la position qui évoquait celle d'un pilote d'avion dans son cockpit. Et là, ça change complètement avec l'arrivée des micros. Donc, c'est une image qui a dû contribuer à exclure, à donner un sentiment d'exclusion aux filles. Et puis,
il y a un autre facteur qui est évidemment qui est peut-être le facteur économique, mais j'en suis pas tellement persuadé parce que les salaires des informaticiens des deux sexes étaient très élevés dans les années 60 parce qu'on se les disputait. Il y a surtout un phénomène important, c'est que dans les années 50-60, il n'y avait pas énormément de métiers technologiques de haut niveau offerts aux femmes. Je ne parle pas du niveau basique des filles qui poinçonnaient des cartes perforées, mais je pense au niveau ingénieur ou bac+3. L'informatique offrait une voie de promotion socio-professionnelle où il n'y avait pas de contraintes parce que tout était à inventer. Les codes sociaux, les statuts professionnels et les technologies elles-mêmes. Et donc, on voit, moi, la première thèse d'informatique sans le nom, sans le label qui a été soutenue en France, c'est une femme à Nancy, Marion Créange. Enfin bon, ça c'est un autre exposé. Rendez-vous l'année prochaine si elle m'invite. Voilà. Très bonne idée. Juste une remarque par rapport à ça, c'est juste une idée qui me passe dans le cerveau, donc ça vous sera peut-être utile dans vos travaux respectifs. Il me semble que les femmes étaient surreprésentées dans les métiers nécessitant un clavier, en particulier tout ce qui était dactylo, etc. Les hommes pratiquaient peu, c'était les femmes qui utilisaient les touches mécaniques pour faire fonctionner ces appareils. Et je me demande s'il n'y a pas, là, en vous écoutant, je ne suis absolument pas spécialiste de la question, mais un phénomène de ce type, au moins partiel. Je crois pas trop, en tous les cas, enfin, Pierre pourra peut-être préciser, mais je crois pas, en tous les cas, au début vraiment de l'informatique, hein, quand on voit effectivement les femmes devant ces très gros ordinateurs, elles font autre chose. Elles sont en train de coder, comme on dit maintenant, hein. C'est-à-dire elles sont en train de passer des programmes, enfin, si on peut dire d'une certaine façon. Donc, c'est pas seulement du clavier, hein. Et il va y avoir aux États-Unis, sans doute peut-être, je ne me rends pas compte au niveau des dates, mais des travaux après vraiment importants qui sont faits par des femmes en informatique, en particulier, je ne me souviens plus de son nom, cette américaine qui en fait fait le premier compilateur, j'ai oublié son nom. Oui. Jean Sammet. Comment? Jean Sammet. Voilà, c'est ça, qui est la femme quand même qui a fait le premier compilateur et en plus qui a organisé on dirait maintenant des colloques de manière à ce que tous les gens qui faisaient ce travail finalement de coder puissent se rencontrer et discuter les uns avec les autres. Parce qu'à l'époque, le codage, c'était un peu du bidouillage, comme on dirait aujourd'hui, hein. C'est-à-dire, en tous les cas, pour les gens qui le faisaient, ils avaient l'impression qu'ils savaient faire qu'ils savaient faire des choses de l'ordre j'ai un truc pour faire ça, quoi. Et ça ne devait pas être l'avis de cette Américaine qui s'est dit, je vais faire des rencontres entre toutes ces personnes. Et puis après, il y a bien sûr aussi au niveau théorique, il y a, je ne sais plus son prénom, Greibar, je ne sais pas de son prénom tout de suite, qui a inventé les langages algébriques et qui sont une porte enfin, une des deux grandes portes de la théorie des langages informatiques. Pour finir de répondre, mais je ne ferai que compléter ce qu'a dit Evelyne, il faut bien distinguer le niveau des opératrices de saisie qui travaillaient au début, pas sur des claviers, mais sur des petites machines à perforer, des poinçonneuses de cartes, beaucoup plus que sur des claviers de télétype qui sont venus après. Il faut bien distinguer entre ce niveau des opératrices basiques qui travaillaient un petit peu à la chaîne dans des grands pools, comme il y avait des pools dactylographiques, et le niveau ingénieur, bac+3, bac+4, de femmes qui étaient dans la programmation, dans l'architecture d'ordinateur. Le plus grand architecte d'ordinateur en France, c'est une femme qui est morte l'année dernière, Alice Recoq, qui a tout simplement conçu le seul ordinateur du plan calcul qui a été un vrai succès commercial, le Mitra 15. Voilà. Bon, très bien. Voilà, c'était juste une réflexion comme ça qui passait par l'esprit et je suis très heureux que. Je ne vais pas me lancer sur ce sujet. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? J'avais juste une toute dernière question et on ne va pas prolonger plus. C'est quand Evelyne, vous dites que Émilie du Châtelet contestait
presque radicalement l'esprit de parti, hein, c'est la formule qu'elle utilise. Est-ce que c'était si courant que ça à l'époque? Je ne pense pas, parce que justement, à l'époque, on a tendance à opposer et qu'elle trouve ça ridicule, comme elle dit. C'est ça. C'est très nouveau. Ça mérite effectivement d'être relevé comme vous le faites. Voilà. Bien, ben merci beaucoup Evelyne.